Et à tous, bienvenue pour cette séance des conférences Pouillou. Donc notre invité est là, mais je vais tout de suite passer la parole à Cécile Batting du laboratoire ARAR qui va nous la présenter. Merci Karine, merci pour cette introduction. Et merci de me donner l'honneur de présenter Laurence Tranois, collègue et amie. Alors Laurence Tranois est maîtresse de conférences en histoire ancienne et archéologie à l'Université de La Rochelle depuis 1996. Tu m'arrêtes si je donne des informations erronées. Elle est membre du laboratoire LIENS et elle est également chercheuse associée au laboratoire ARAR, un de nos laboratoires lyonnais, qui fait partie de la MOM, cela depuis 2018. Laurence Tranois a soutenu une thèse de doctorat à l'université d'Aix-en-Provence sous la direction de Paul-Albert Février. Non, Jean Guyon. Ah, Jean Guyon. Donc, première erreur. Oui. Sur la nécropole de la Favorite dans le 5e arrondissement de Lyon. Mais auparavant, elle a travaillé en archéologie préventive sur les conseils de Christian Goudineau, peu avant qu'il entre au Collège de France. Et d'ailleurs, tu as poursuivi une activité d'archéologue contractuel à Lyon et à Rome, notamment sur le chantier de l'École française de Rome dirigée par Françoise Villedieu, Lavinia Barberini. Et Laurence Tranois doit surtout son rattachement au laboratoire lyonnais ARAR, qui est donc un laboratoire de la MOM, comme je le disais, parce qu'elle est très impliquée dans le programme collectif de recherche sur la topographie de Lyon, grâce au projet d'Atlas de Lyon, et ceci pour les espaces funéraires, mais aussi pour des édifices publics majeurs de Lyon, comme l'amphithéâtre et le sanctuaire des Trois Gaules. Surtout l'amphithéâtre. Surtout l'amphithéâtre. Alors, ces travaux scientifiques portent sur la Gaule romaine d'une manière générale, avec des axes privilégiés qui sont l'archéologie de l'Occident romain, les pratiques funéraires et les ports aussi du littoral atlantique. Aussi dans ces trois domaines, Laurence Tranois a publié non seulement des ouvrages scientifiques de première importance, mais elle a toujours veillé à la diffusion de la connaissance pour un public plus large. Je crois qu'il faut quand même le souligner. Ainsi, as-tu participé à un numéro thématique de Gallia, dirigé par Frédéric Blaiseau, qui était consacré aux pratiques et aux espaces funéraires. Mais tu as également produit un manuel sur l'archéologie funéraire chez Errance et un catalogue d'exposition sur un chapitre, oui, et un catalogue d'exposition sur les pratiques funéraires en Gaule romaine, donc exposition qui avait été montée ici au musée de Fourvière en 2009. Tu as aussi publié deux ouvrages sur la Gaule, co-publié deux ouvrages sur la Gaule romaine qui représentent aujourd'hui des fondamentaux dans les bibliothèques universitaires. L'un en 2008 intitulé La France gallo-romaine et l'autre en 2010 Comment les Gaules devinrent romaines. En termes d'activité de terrain, il va être question aujourd'hui de la fouille de Thapsus en Tunisie. Mais Laurence Tranois a également dirigé des chantiers écoles auparavant, notamment sur le site portuaire de Barzan, Charente-Maritime, un chantier qui aura permis aussi de former de nombreux étudiants de l'Université de La Rochelle et de Lyon, et entre autres, et d'autres universités. Voilà, donc je m'arrête là pour te laisser présenter cette recherche sur le site tunisien de Thapsus. Merci. Un grand merci Cécile. Nous nous connaissons depuis longtemps et nous avons travaillé ensemble à Barzan, donc c'est une amitié, une collaboration de longue date. Et je suis donc très heureuse aujourd'hui de venir parler devant vous d'un site nouveau sur lequel je travaille. Donc je remercie beaucoup la Maison de l'Orient et de la Méditerranée pour cette invitation et tout notamment Sabine Fourier et Pauline Pétrizine. Et je remercie également Karine Mercier et Anne Flamin pour m'avoir permis, pour avoir organisé cette conférence. J'ai peut-être un peu mélangé les noms, je vous prie de m'en excuser, c'est l'émotion de me retrouver devant vous ce soir. Donc je vous remercie à tous d'être présents. Alors
le programme dont je vais vous parler aujourd'hui est un programme assez neuf, un jeune programme qui a été lancé en 2019. Mais il a eu une période de démarrage un peu longue, un peu difficile à cause du Covid, comme vous le savez. Donc finalement, d'intervention sur le terrain, depuis lors, il n'y en a eu que véritablement 2. Nous allons entamer la 3e dans quelques semaines. Alors sur cette diapo, il est inscrit projet d'études archéo-environnementales porté par Laurence Tranois. Alors je tiens tout de suite à préciser que c'est un portage collectif que je travaille de manière très étroitement associée avec mon collègue Laurent Brassou et avec mon collègue Yamens Gaher qui travaille à l'INP, Institut national du patrimoine à Tunis. Mais il faut bien qu'il y ait un nom pour porter le projet. Je trouve que c'est mon nom. Mais sachez que c'est vraiment un travail d'équipe, un travail collectif, et c'est ce qui le rend aussi passionnant. Et puis vous pouvez constater aussi que nous avons vraiment la chance et l'honneur d'être soutenus par un certain nombre d'institutions, dont le MEAE, qui depuis l'année dernière finance sur un programme quadriennal nos travaux, et tout récemment l'INRAP, avec qui nous sommes en train de signer une convention. Donc les autres, vous pouvez les lire sur cette diapo. Bien, alors, donc, c'est un programme interdisciplinaire qui associe étroitement, depuis son origine, les collègues du laboratoire Littoral, Environnement et Société de La Rochelle. Donc nous avons immédiatement, dans la définition du programme, intégré une dimension géomorphologique, géophysique et géomatique très forte, de manière à pouvoir renseigner tous les champs qui sont aujourd'hui indispensables à la bonne connaissance d'un site. Et bien sûr que ces collaborations se font en relation avec nos collègues spécialistes tunisiens, et nous espérons dans le futur développer de nouvelles collaborations. C'est d'ailleurs déjà en cours. Alors, le site de Thapsus lui-même, il s'est développé sur la façade orientale du Sahel tunisien. C'est une ville qui est très célèbre. C'est une ville qui est mentionnée par de nombreux auteurs antiques, qui a eu ses heures de gloire au moment des grands événements qu'on connaît tous, qui ont marqué l'histoire de la Méditerranée occidentale, notamment la Troisième Guerre punique. Elle s'était rangée du bon côté, du côté des Romains, donc elle devient une cité libre de la province d'Afrique. Et puis, surtout, elle est restée célèbre dans les esprits pour avoir été le lieu de la victoire de César sur les partisans de Pompée en 46 avant Jésus-Christ. Alors, en raison de sa situation, on devine que depuis des temps très anciens, et sans doute depuis l'époque phénicienne, cette ville, puis à la période punique et à la période romaine, cette ville s'est développée autour d'activités commerciales et portuaires, en profitant de ces nouveaux courants qui se sont développés dans l'orbite de Carthage, puis ensuite dans l'orbite de Rome. Alors cette dimension économique et commerciale s'est sans doute accentuée avec l'ouverture des marchés italiens en Méditerranée occidentale et orientale. Donc c'était un grand port de Méditerranée. Il figure dans la géographie de Ptolémée et sur la table de Peutinger. Donc, probablement un comptoir phénicien. On n'en a pas des traces extrêmement claires, mais le mobilier le plus ancien date du VIe siècle avant notre ère, et la localisation du site dans les siècles suivants laisse penser que sans doute ces racines sont très anciennes. Puis, c'est devenu une cité romaine, donc, comme je le disais à l'instant, et qui s'est largement développée. On connaît le rôle attribué à l'Afrique dans l'approvisionnement de Rome, et selon Pline l'Ancien, cette région, autour de Thapsus, bénéficiait d'une productivité agricole tout à fait exceptionnelle, ce qui en a fait sa célébrité. Alors, cette richesse est peut-être en partie à l'origine du statut privilégié de la ville. En effet, Pline nous indique qu'elle bénéficiait de l'immunitas et qu'elle a obtenu par la suite le prestigieux statut de colonie romaine.
Donc cette ville, à partir de la fin du IIIe siècle, cette cité plus exactement, fut intégrée dans la province de Byzacène après la réforme provinciale de Dioclétien, et on sait qu'elle fut ensuite le siège d'un évêché. On a des attestations de noms d'évêques pour la fin du Ve siècle. Alors après l'installation des Vandales, l'occupation de la ville s'est poursuivie jusqu'à la période byzantine, et elle semble avoir été abandonnée au Moyen Âge après la conquête arabe, et le peuplement s'est alors déplacé vers l'intérieur des terres dans une commune qui s'appelle aujourd'hui Bécalta. Alors, le paysage actuel, qu'en est-il? Eh bien, il est ponctué de monuments conservés in situ qui couvrent à peu près toutes les périodes, mais c'est assez frustrant puisque vous allez le voir dans les diapos suivantes. Finalement, on connaît assez peu de choses de cette ville qui fut sans doute une ville prestigieuse. Alors pour ce qui concerne les vestiges les plus anciens conservés in situ, eh bien, il faut évoquer cette nécropole qui est encore visible dans le paysage, cette nécropole punique, avec des tombes construites sous hypogée. On ne connaît rien de la ville punique en dehors de ce site, puisqu'elle a été entièrement effacée par la ville romaine, et ce noyau plus ancien a sans doute été englobé dans les constructions postérieures. Alors, autre vestige qui visible encore aujourd'hui dans le paysage, l'amphithéâtre, dont la totalité du bâtiment est conservée, mais pas l'élévation. Des grands réservoirs qui sont conservés, qui occupent une superficie importante, comme vous le voyez. Il ne manque plus que les toits, mais l'ensemble du bâtiment est préservé. Et on connaît également une série de citernes, sans doute en contexte privé. Des boutiques qu'on voit apparaître ici. Alors, j'ai utilisé ce merveilleux instrument que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Voilà, une série de boutiques, des citernes qui sont sous-jacentes à ces boutiques, deux grands ensembles monumentaux, un ensemble thermal et un bâtiment assez luxueux dont la fonction n'est pas encore déterminée. Donc, voici des images de l'ensemble thermal avec ici des latrines, bon, ici, l'hypocauste. Tout ça a été dégagé, mais hélas, il n'y a pas vraiment de publication scientifique sur ces vestiges. Et puis cet ensemble monumental doté de mosaïques qui donc illustrent les quelques ensembles que l'on peut voir aujourd'hui à Thapsus, mais vous voyez derrière des grillages, et qui vous donne une petite idée du caractère parfois un peu déprimant du patrimoine archéologique de cette ville. Alors, il y a d'autres éléments qu'on peut voir, mais cette fois, il faut utiliser des cartes pour les voir. Sur Google Maps ou sur Bing, on peut voir des choses qui se rapportent à cette ville antique. Et notamment ce qui concerne les structures portuaires, parce que si c'était un port, il faut en retrouver les éléments. Et une partie des vestiges d'un môle monumental est encore visible, bien que son rattachement au littoral ait été complètement massacré au moment de la construction du port moderne dans les années 80. Imaginez-vous qu'avant, il existait encore en élévation une jetée qui faisait environ 160 mètres de long, et qui faisait le lien entre la côte et les structures immergées, les vestiges immergés de ce môle. Alors, ce môle, il s'étend sur 1080 mètres de longueur. Donc, et il décrit une espèce d'arc de cercle d'une largeur de 65 à 85 centimètres. Non, mètres, je dis n'importe quoi. Donc voilà, on imagine que cette structure aboutissait à un phare. Ça, c'était les hypothèses des chercheurs tunisiens qui ont travaillé sur ce site. Mais de tout cela, il ne reste absolument rien aujourd'hui. Bon, il existe aussi d'autres structures dont je vous parlerai tout à l'heure qui sont visibles. Ici, vous voyez une structure très allongée qui est en fait un mur qu'on voit très bien aussi, qu'on peut voir sur Google Maps.
Alors les chercheurs qui ont travaillé sur ce site, les chercheurs tunisiens, notamment Younes, imaginaient des môles plus petits qui scandaient, qui ponctuaient ce littoral. Et il existait le long de cette côte, à l'intérieur de cet espace fermé par un banc de sable, des structures maçonnées qui avaient fait penser à notre collègue tunisien à un port primitif, à des structures se rapportant à un port primitif. Donc il l'avait appelé Portus Pristinus. Ces structures sont toujours visibles sur cette partie du littoral. Donc le port moderne, il apparaît ici. Alors, une des grandes caractéristiques du site de Thapsus, qui a en partie provoqué notre intérêt pour ce site et nos interventions, c'est toutes les menaces qui pèsent sur lui aujourd'hui. Des menaces qui sont liées à une urbanisation galopante qui s'est largement accentuée depuis les événements de 2011, des constructions engagées sans permis de construire, bien qu'elles soient réalisées sur des zones qui sont repérées comme des zones archéologiques par l'Institut national du patrimoine. Donc le site est de plus en plus mité, comme vous avez pu le voir peut-être sur les diapositives précédentes et comme vous le voyez sur celle-ci. L'intensification des pratiques agricoles qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol en abîmant et voire en détruisant complètement les couches archéologiques qui affleurent à la surface du sol de Thapsus. Et puis également des données liées à l'environnement, des données liées à des phénomènes d'érosion marine qui grignotent régulièrement et à une vitesse très importante le rivage. Et le bord de mer est particulièrement touché. Une route moderne a été construite qui longe le rivage et une grande partie des aménagements portuaires a ainsi été occultée par ces différents travaux. Alors, en 2011, précisément le 4 avril 2011, notre collègue Younes, qui avait beaucoup travaillé sur le site, qui avait fait sa thèse sur ce site, a écrit un article dans la presse tunisienne qui s'intitulait « Adieu Thapsus, on t'aimait bien ». Et cet article est une sorte de tribune qui vise à faire prendre conscience de l'intervention urgente que nécessitent ces différents dangers qui pèsent sur la ville, sans quoi tout risque de disparaître très rapidement. Alors, c'est cet article qui a sans doute été déclencheur d'une réaction de l'Institut national du patrimoine qui s'est rapproché de certaines équipes françaises et c'est à partir de là qu'est né ce programme paléo-environnemental et archéologique qui, dès son origine, répond à la fois à des intérêts scientifiques et à des impératifs patrimoniaux. Donc le premier intérêt scientifique, bien sûr, vise à l'étude interdisciplinaire de cette cité et de son environnement. La singularité littorale de Thapsus et son histoire millénaire en font un laboratoire d'études tout à fait représentatif des impacts sur la longue durée, des changements environnementaux et des adaptations des sociétés. La ville, en effet, s'inscrit dans un milieu marqué par des transformations environnementales rapides qui se manifestent par des évolutions de traits de côte dont nous pouvons percevoir les conséquences année après année. Donc, mener de front à la fois cette approche archéologique et paléo-environnementale et en même temps une dimension patrimoniale accordée à ce projet qui est motivée par la volonté de coopérer à la protection de ce site qui, comme vous l'avez bien compris, est victime de destructions qui sont largement aggravées depuis une dizaine d'années, à la fois parce qu'il y a une pression démographique, il y a une pression agricole et la pression touristique, qui est évidemment très importante. Alors il s'agit d'enregistrer les vestiges avant qu'ils soient détruits et d'espérer pouvoir créer une zone protégée, et puis aussi d'espérer pouvoir infléchir le tourisme et encourager un tourisme culturel. Donc vous voyez, notre ambition est assez vaste et elle se déploie dans des domaines assez différents. Alors nous avons commencé à faire une cartographie des vestiges connus depuis le XIXe siècle, depuis qu'on commence à
engagé des travaux de dégagement ou de fouilles sur le site. Et ce plan est devenu la base de notre travail pour essayer de comprendre cette ville. Mais vous le voyez, c'est très décevant parce que cette carte où sont indiqués en rouge les vestiges connus, eh bien, donne une image éclatée de la ville. On ignore son organisation urbaine, on ignore son extension, on ne connaît pas le réseau viaire. Donc, tout est à faire, car finalement, la ville n'est connue que ponctuellement par quelques monuments qui sont dispersés de ci, de là. Alors, je vais vous présenter les différents programmes qu'on a engagés. Je vais vous les présenter successivement, mais bien sûr que ces programmes sont menés conjointement par les membres de l'équipe à chacune de nos missions. Alors, nous avons donc engagé avec nos collègues du Liens une télédétection par drone sur cette surface. C'était en 2022 et grâce à près de 3000 clichés, nous avons pu révéler ce qu'on appelle un modèle numérique de surface qui permet de cartographier une microtopographie, c'est-à-dire les micro-reliefs qui sont tout à fait fondamentaux pour pouvoir éclairer les logiques d'implantation, les logiques de développement de l'espace urbain. Alors, que voit-on sur cette carte qui montre en foncé, de plus en plus foncé, le relief de plus en plus haut? Eh bien, elle montre que la majorité des vestiges connus actuellement est implantée sur une légère éminence située à proximité d'une pointe bordée par le littoral. Elle montre également... Alors, d'avoir constaté cela nous amène à émettre une hypothèse et on se demande si lors de sa fondation, la ville ne pourrait pas avoir été implantée sur une ancienne presqu'île. L'amphithéâtre, situé à l'emplacement de l'ellipse noire ici, paraît installé au sud de cette éminence, dans les zones basses, tandis que les grands réservoirs, eux, se situent bien en retrait, sur une hauteur à l'intérieur des terres, qui est bien sûr favorable pour profiter d'un effet de pente. Et par ailleurs, on note l'existence d'une zone très basse en arrière du port moderne et non loin de l'emplacement du port antique, d'un paléo-rivage, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, on voudrait, pour justement reconstituer ce trait de côte ancien, ce paléo-rivage, engager des carottages sédimentaires qui nous permettront d'encore mieux comprendre la dynamique d'évolution du littoral et les logiques d'implantation de la ville antique. Alors, cette opération a permis également d'obtenir un relevé très précis de tous les vestiges existants dans le paysage actuel. Nous avons aussi engagé une campagne de prospection géomorphologique, prospection électrique, électromagnétique, magnétique, et géomorphologie, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, ça c'est je vais vous parler de la géophysique. Donc, nous avons engagé des travaux en géomorphologie, pour essayer de comprendre toutes ces transformations environnementales à partir de carottages. Alors, le site de Thapsus bénéficie d'une caractéristique tout à fait intéressante pour cette approche géomorphologique, qui est l'existence d'une dépression non loin du rivage, qui fait 10 km de longueur et 6 km de largeur. Il y en a plusieurs comme ça sur le littoral tunisien. On appelle ça des sepka ou sepra. Là, c'est la sepra de Moknine. Et qui, évidemment, intéresse particulièrement les géomorphologues parce que ce sont des milieux qui sont tout à fait propices à conserver des pollens et propices à conserver aussi toutes sortes de micro-organismes qui peuvent donner des informations sur l'environnement. Donc voilà ce paysage tout à fait particulier de la sepra de Moknine qui va nous permettre de documenter l'évolution du paysage, enfin en tout cas on l'espère, la variabilité climatique et les impacts anthropiques liés au développement de la ville antique. Alors tout ça, ça se fait à partir de carottages qui sont engagés par les collègues français et tunisiens en collaboration. Et on a déjà pu, à partir des premières expériences engagées,
montrer qu'il existait une accélération des vitesses de sédimentation et que ces accélérations pouvaient être liées à l'impact de l'exploitation du milieu durant la période romaine et au-delà. Donc on n'en est qu'au début de ces analyses. Toutes les carottes n'ont pas été expertisées, mais d'ores et déjà, on obtient quelques renseignements intéressants, quelques informations intéressantes qui vont permettre de poursuivre ces recherches. Oui, voilà, les fameux foraminifères, très appréciés de nos collègues géomorphologues, parce que ce sont des indicateurs de présence de la mer, et on peut voir ici qu'il n'y a pas de communication entre la CEPRA et la mer, puisqu'il n'y a pas de ces fameux foraminifères. Alors, les prospections géophysiques qui nous ont, pour lesquelles on a été aidé par le fonds ARPAMED. Ces prospections géophysiques ont été menées très classiquement, donc prospection électrique, prospection magnétique, sur l'ensemble du terrain accessible, ou cette petite diapositive qui n'a rien à voir avec ce que je vous raconte, mais c'est pour vous montrer un petit intermède, en quelque sorte, pour vous montrer le paysage dans lequel nous travaillons, des champs, des immeubles, des vestiges archéologiques, des moutons, etc. On se baisse, on trouve un morceau d'inscription, un bout de ferraille, voilà, c'est le site de Thapsus. Alors, je reviens aux prospections géophysiques. Une des premières surprises qu'on a eues, ça a été cette image qui montre un édifice monumental en forme de fer à cheval. Bon, je pense que vous pensez tous à la même chose que moi. Un édifice monumental en forme de fer à cheval, ça serait curieux que ça ne soit pas un théâtre. Hein. Et donc voilà, un théâtre, sans doute, ce qui n'est pas étonnant. Hein, il y avait forcément un théâtre à Thapsus. Bon, il semble qu'on l'ait identifié ici, spatialement au moins. Il restera à faire quelques sondages pour vérifier l'hypothèse. Peut-être même autre chose juste à côté, là. Peut-être un plus petit, dans le même style. Bon, ce serait à tester. Mais ce qui était assez amusant, c'est de voir que, après avoir découvert ce théâtre grâce à la géophysique, en regardant Google Maps, tout simplement, il était là comme le nez au milieu de la figure, et simplement on ne voit que ce qu'on cherche, donc on ne l'avait pas encore vu, mais il était bien là. Vous le voyez, c'est pas la peine que je vous le précise. Bon, enfin, voilà une information intéressante à mettre au bilan des connaissances de la ville antique. Mais d'autres informations ont été obtenues grâce à ces prospections. Alors sur les lettres B et C indiquent la suspicion de môles qui sont visibles sous l'eau et qui se prolongent sur le littoral et qu'on aimerait bien un jour pouvoir fouiller. Les lettres E et F signalent, voilà la lettre F et voilà la lettre E, des constructions massives pour lesquelles, là encore, il faudra fouiller si on veut un jour savoir de quoi il s'agit. La lettre G, ici, porte sur un terrain concerné par un projet immobilier. Et là, on voit qu'il y a de nombreuses anomalies qui signalent des bâtiments. Et j'en profite pour vous montrer ici cet alignement qui, en fait, correspond à une maçonnerie qu'il faudra un jour aussi étudier et qui est sans doute en relation avec les structures portuaires de la ville. Donc voilà les premières prospections. On espère qu'elles se développeront à l'avenir. Et à partir de ces premiers résultats, nous avons engagé une série de fouilles archéologiques, des fouilles d'opérations de terrain. Alors, notre choix s'est porté d'abord sur des zones qui étaient menacées. Alors, la première d'entre elles, c'est la zone du fameux soi-disant Portus Pristinus, qui aurait été le port le plus ancien. Nous l'avons appelé le secteur 1, puisque c'est la première opération de terrain que nous avons menée ici. Alors, dès la première intervention sur le terrain en 2019, on n'avait pas fouillé, mais on avait juste pris connaissance avec le site, on s'était rendu compte qu'il y avait une maçonnerie, une espèce de langue de maçonnerie qui était sur le littoral, très visible, mais partiellement sous la végétation, sous les algues, sous les dépôts sauvages de déchets.
et qui étaient dégradés par l'érosion marine, dégradés par le mouvement des marées, car il y a des marées en Méditerranée, même si elles sont faibles, et on voyait des blocs en train de se désolidariser sans pouvoir vraiment identifier la forme de cette maçonnerie. Donc on a pensé que c'était une bonne idée dès la prochaine campagne, de la campagne suivante, d'intervenir là où on voyait une maçonnerie et où on avait conscience qu'elle était en train de disparaître. Donc 2022, fouille de cette structure afin d'enregistrer avant qu'elle ne se dégrade davantage et puis pour comprendre évidemment son insertion dans les quartiers portuaires de Thapsus. Donc voici quelques images de la fouille qui a été conduite sur environ 500 mètres carrés, limitée au nord par la mer. Alors parfois ce n'était pas pratique parce que quand la marée était haute, eh bien, on ne pouvait pas fouiller. Et limitée de l'autre côté par la route littorale qui passe sur une partie du site. Alors je vous épargne les détails, mais en gros on a mis au jour un édifice assez singulier composé d'une structure quadrangulaire flanquée de 2 plateformes. Et on ignore son extension maximale puisqu'elle se prolonge sûrement sur les côtés et elle se prolonge de manière certaine sous la route. Donc voici une photographie verticale qui vous la montre et puis le plan. Alors, je vais vous décevoir en vous disant qu'on n'a pas encore interprété ce vestige. À une époque, on pensait que ça pouvait être le socle d'un phare. Bon, tout est possible, bien sûr. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est l'étude de la céramique qui était associée à cette maçonnerie que vous voyez ici, là, en partie couverte par la route. Une étude céramologique qui montre que cet édifice, qui comprend 2 états, comme l'a montré la fouille, possède une chronologie qui est située entre le 2e et le 4e siècle de notre ère. Donc, ce sont des datations qui permettent maintenant d'abandonner complètement l'appellation Portus Pristinus, port primitif, qui avait été proposée sur la base d'une analyse topographique que les données archéologiques aujourd'hui réfutent. Donc, au moins un élément d'interprétation chronologique réglé avec ça, même si l'interprétation du vestige lui-même ne l'est pas encore. Alors, on a quand même pu, grâce à cette fouille, compléter un petit peu ce plan et ensuite envisager une 2e campagne sur ce qu'on a appelé le secteur 2. Le secteur 2 qui se situe très exactement ici et qui est une parcelle privée à quelques dizaines de mètres du rivage et du port antique et qui, surtout en 2022, a fait l'objet d'une demande de permis de construire. Donc, en Tunisie, et à Thapsus en particulier, il n'y a pas de zone qui soit protégée, achetée par l'État. Donc, il y a quelques années, il aurait été très difficile d'empêcher cette construction. Aujourd'hui, il est impossible de l'empêcher, mais la grande différence, c'est qu'on peut faire des fouilles avant. Donc, on a appliqué une démarche d'archéologie préventive de manière programmée sur un site qui, de toute façon, sera rendu à son propriétaire afin qu'il en dispose comme il veut. Mais c'est quand même une première sur Thapsus qu'un propriétaire demande l'autorisation. Et on pense que c'est nos interventions régulières ces dernières années et la preuve qu'on n'empêche pas le développement de s'exécuter comme les habitants de Thapsus le souhaitent, qui a sans doute encouragé ce propriétaire à faire l'appel, à faire les choses dans les règles. Donc nous, on a fait aussi les choses dans les règles, on est intervenu avec la promesse de rendre le terrain. Alors avant l'intervention, on a évidemment repris les données acquises juste avant par la géophysique. Donc nous sommes dans cette zone, dite zone A. Et on a constaté qu'en effet, il y avait un certain nombre de structures linéaires qui étaient encore apparentes de manière plus flagrante par la prospection magnétique. Vous voyez ici dans cette parcelle-là, ces bandes blanches qui sont de toute évidence des maçonneries. Donc c'était déjà un bon point de départ pour organiser la fouille qui s'est faite sur ce terrain. Donc vous voyez, on est tout près de la mer, là, pour ceux qui avaient envie de voir la mer, la voici. Mais on avait 15 jours, 15 jours pour traiter ce terrain.
Donc, les collègues tunisiens l'avaient décapé juste avant. Cependant, le décapage ne concernait que la moitié du terrain et on a concentré nos efforts sur les zones où c'était les mieux conservées, si j'ose dire, les zones centrales et les zones méridionales. Et c'est surtout les zones en marron au centre là, qui ont fait l'objet de notre intérêt. Il fallait bien faire des choix. Et toute la zone nord, beaucoup plus basse, très abîmée, avec des structures extrêmement lacunaires, a été un peu... On a fait un plan, on a tout relevé, mais on a plutôt concentré nos efforts sur le centre. Donc, sur le centre, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, en fait, un vaste édifice qui fait au moins 35 mètres d'est en ouest, c'est-à-dire dans ce sens-là, 24 mètres dans ce sens-là, et qui s'organise autour de 5 travées. 5 travées, longues travées, délimitées par des murs construits en pierre et dont les sols sont pourvus de carreaux de terre crue. Et c'est ça qui a été la découverte la plus stupéfiante sur ce site. Alors, je vous montre la restitution dans l'espace de ces travées qui font environ 3,40 m de large, strictement parallèles. Et on n'a pas pu connaître les limites orientales et occidentales de ce bâtiment. On pense qu'on a la limite septentrionale, en revanche, de manière à peu près sûre. Alors, donc, ce qui a été... déjà, bâtiment très intéressant par son architecture, mais tout à fait intéressant aussi par les sols qu'il a livrés, qui sont des carreaux de terre crue d'un module de 50 sur 30 cm et épais de 10 cm. Donc vous les voyez ici sur ce plan. Ils sont attestés sur les 5 travées. Donc on a un usage avéré sur 140 m², mais bien entendu c'était beaucoup plus important puisque nous pensons que toutes les travées devaient être couvertes par ce sol. Alors voici l'endroit où c'est le mieux conservé, sur la travée numéro 2, où vous voyez ces carreaux disposés en pose droite sur 5 colonnes et 21 lignes et bordés par les murs très abîmés qui limitent cette travée. Donc voilà une vue de détail de ces carreaux parfaitement bien conservés. Et nous avons profité de l'existence d'une série de fosses de plantations d'arbres. Le terrain était en effet traversé par une haie d'arbres pour vider ces fosses et voir un peu ce qui se passait en stratigraphie. On a même on a prolongé le vidage de cette fosse par une coupe stratigraphique. Et là, on a découvert que non seulement ces carreaux couvraient le sol, mais en plus qu'on les retrouvait sur une épaisseur considérable. Alors, je vous fais remarquer que sur ce sol de la troisième travée, cette fois, les carreaux sont disposés de manière régulière, mais à joints contrariés cette fois. Donc, tout n'est pas pareil dans chacune des travées. Alors, voici la stratigraphie qui a été dressée. On n'avait pas beaucoup de temps, donc ce n'est pas une super belle stratigraphie, j'en ai conscience, mais il fallait absolument qu'on recueille un maximum d'informations en très peu de temps. Et voici ces informations. Il s'agit en fait de l'existence de plusieurs couches de carreaux, toutes séparées par du sable gris. Et nous supposons que ce sable gris jouait le rôle de couche de régularisation pour asseoir et pour caler les carreaux, et que ça faisait aussi office d'isolant, de liant et puis d'amortisseur mécanique lors de la construction de cet ensemble. Alors, cette couche de sable gris s'intercale donc entre chaque couche de manière horizontale, mais aussi le long des joints verticaux d'une même couche. Donc, au début, quand on a trouvé ça, on n'avait pas encore conscience de l'ampleur du bâtiment et on s'est demandé si on n'avait pas affaire au rempart de Thapsus construit en terre, parce que des remparts en terre, ça existe en Tunisie. Et on a mis un peu de temps avant de comprendre qu'il s'agissait de l'aménagement d'un sol. Alors, en fait, deux niveaux de ces carreaux avaient disparu dans cette partie du terrain, avaient été expédiés de manière un peu rapide.
Mais cette petite stratigraphie en limite de fouille a permis de mettre en évidence au sommet de la couche un épandage de matériaux qui est tout à fait semblable à ceux des carreaux, mais sans qu'il y ait de blocs visibles. Et donc on se demande si il ne s'agit pas d'adobes effondrés correspondant plutôt à l'élévation des murs, qui se seraient effondrés sur les sols. Alors on a évidemment prélevé des morceaux, des blocs de ces carreaux qui nous intriguent, et on aimerait comprendre mieux leur mode de fabrication. On aimerait savoir aussi si notre hypothèse de mur en élévation en terre crue est une hypothèse valable et confirmée par des analyses. Et donc nous avons fait appel à une collègue de l'INRAP, Cécilia Camas, à qui nous avons confié ces prélèvements et qui est en train d'exécuter le travail. Donc nous en saurons un peu plus d'ici quelques semaines. Alors au sud de ce bâtiment, un autre édifice qui est caractérisé par un cloisonnement plus important des pièces et puis l'existence de 2 bassins trilobés associés à des puits. Donc là encore, faute de temps, on n'a pas pu analyser finement ces structures. Mais là, de toute évidence, on a affaire à des structures qui sont liées, non pas à de l'habitat, mais à des structures publiques, certainement, peut-être en relation avec le bâtiment que nous avions mis au jour un peu plus au nord. Alors, ce bâtiment, justement, j'y reviens. C'est pas très original de trouver un bâtiment avec des travées, des longues travées en bordure d'un littoral, d'une cité portuaire. Et la première interprétation qui nous est venue à l'idée, c'est bien sûr d'imaginer qu'il s'agissait d'entrepôts. On a moult exemples fouillés en Tunisie d'entrepôts de ce type, et l'un d'entre eux, fouillé à Ergla par Françoise Villedieu, montre une série de cellules dont la largeur est à peu près identique à celle des travées de Thapsus. En revanche, ces cellules sont beaucoup moins longues, elles font 9 à 14 mètres de long. On a d'autres sites qui ont révélé également des entrepôts avec des dimensions de largeur de travée qui sont tout à fait comparables à celles de Thapsus. Donc évidemment que l'hypothèse de l'entrepôt reste prioritaire dans notre esprit, mais nous n'avons trouvé absolument aucun vestige qui permette, hélas, d'interpréter le contenu de ces entrepôts. Et nous n'avons pas non plus trouvé dictiophone, d'éléments qui relèvent de l'archéozoologie et qui pourraient permettre d'en connaître un peu plus sur ce que ces entrepôts, ces potentiels entrepôts, ont pu contenir. Donc, évidemment, c'est un petit peu frustrant. Nous cherchons toujours à affiner notre approche interprétative et aucune hypothèse n'est écartée. Et dans cette perspective de n'écarter aucune hypothèse, eh bien, on s'est retourné vers un plan de Rome sur lequel figurent les écuries des factions du cirque. Alors, ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais n'empêche que quand on regarde de près, eh bien, ce sont aussi des longues travées qui ont à peu près les mêmes dimensions que celles que nous avons découvertes à Thapsus. Alors, c'est les fameuses stabula découvertes à Rome. Et on se dit qu'après tout, si cette piste pouvait être suivie, on peut imaginer que le bâtiment aurait pu servir à la stabulation d'animaux commercialisés, d'autant que la présence des citernes et des bassins que je vous ai montrés tout à l'heure aurait pu permettre l'entretien de ces animaux, leur hydratation, le nettoyage des structures, etc. Alors, ça peut peut-être paraître un peu farfelu, mais nous sommes à l'orée de notre étude et nous avons décidé de n'écarter absolument aucune hypothèse qui permette de nourrir les connaissances des structures littorales de la ville de Thapsus. Alors, parallèlement à ces travaux archéologiques, nous avons également engagé la création d'un web SIG. C'est classique de faire ça aujourd'hui, hein, ça n'a rien de révolutionnaire.
Mais c'est un document, alors si je peux vous le montrer, non, mais je ne peux pas vous le montrer, j'avais mis un lien, mais ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Ce web SIG, comme tous les SIG, rassemble toute la connaissance documentaire que l'on peut avoir sur le site, les plans anciens, les textes, les plans récents, les données sur le mobilier, les photographies. Donc tout ça est traité sur ce SIG, qui est en même temps une plateforme collaborative, puisque elle est sur Internet, et elle permet de mettre en commun toutes les données accessibles à tous les acteurs du projet qui peuvent ainsi consulter et enrichir ce SIG. Bon. Oui, sur mon ordinateur, ça marche, mais bon. Alors, cette carte, pour vous montrer la localisation des endroits où on aimerait bien aller fouiller. Nous, ce qui nous intéresse en priorité, c'est de comprendre la configuration de ce port. Qu'est-ce que c'est qu'un port dans l'Antiquité ? Par exemple, à quoi servait ce grand môle ? Est-ce que c'était un môle pour abriter les bateaux ? Est-ce que c'était un môle qui protégeait le port de la houle ? Il y a des houles très importantes en Méditerranée. Donc, ça peut aussi être une grande structure qui protège une zone portuaire qui serait située un peu ailleurs. Bref, beaucoup de questions à ce sujet. On imagine que, vu l'importance de la ville, il devait y avoir des grands entrepôts. Tout le littoral devait être bordé d'entrepôts. Donc, on aimerait beaucoup intervenir sur toutes ces zones. Mais nous nous sommes engagés dans notre programme avec l'Institut national du patrimoine. Nous nous sommes engagés dans une mission patrimoniale qui vise à intervenir systématiquement en amont des projets de destruction. Donc, on ne choisit pas les lieux où on va aller fouiller, on ne pioche pas les bonnes parts du gâteau sur le site, mais on va là où c'est, enfin un peu office de pompier. Bon, ça me paraît être la moindre des choses. Et la prochaine fouille aura lieu là où est situé le losange bleu. Dans une zone, là c'est cette fois le rectangle noir, dans une zone où, hélas, il n'y a pas eu de prospection géophysique, mais c'est pas grave, on en fera notre affaire et on essaiera de comprendre l'extension de la ville à cet endroit-là et de compléter les données sur l'urbanisme antique. Moi, une chose qui m'intéresserait beaucoup, c'est qu'on trouve un jour des rues, parce que je suis très frustrée qu'on n'ait pas de rue dans cette ville. Une ville sans rue, c'est pas une ville. Donc, j'ai hâte qu'on trouve enfin des villes. C'est pas tant les grands monuments qui sont passionnants que la manière dont s'organise la logique urbaine. Donc voilà. Alors, quelles sont les perspectives des années ultérieures pour lesquelles nous avons le soutien du ministère des Affaires étrangères? Donc, nous savons que nous allons y aller. Eh bien, c'est d'engager et de poursuivre les programmes qui sont déjà en cours, que ce soit les études sédimentaires, les prospections géophysiques, et puis évidemment les fouilles sur le terrain. Et nous espérons donc étoffer le dossier scientifique en impliquant des étudiants. Nous serions ravis que des étudiants en thèse s'impliquent sur le projet. Nous comptons nous associer de plus en plus avec les collègues qui travaillent sur les zones portuaires. Je pense notamment à notre collègue de la MOM, Jean-Philippe Guaran, qui travaille à Carthage. Solène de l'Armina du CCJ, du Centre Camille Jullian, qui travaille à Tina. Donc on aimerait bien créer une espèce de consortium de chercheurs qui s'intéressent aux structures littorales et aux villes, à l'urbanisme de ces villes littorales. Donc nous engageons aussi à construire les outils d'une archéologie prédictive pour aider nos amis tunisiens à lutter contre la disparition programmée des vestiges. Et tout cela doit se faire, bien sûr, en menant parallèlement des opérations de médiation auprès de la population, afin que le plus possible de personnes se sentent impliquées par ce programme, ce jeune programme qui est amené à se développer. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ah oui. Attention. Je me suis emmêlé les pinceaux, mon Dieu. Ah.
Ah, mais il faut que ça soit connecté à Internet. Oui, bien sûr. Ah oui. J'aimerais avoir ma souris. Oh, c'est pas grave, hein. C'est juste un... Bon, c'est un instrument de travail qui maintenant est quand même assez banal, mais tout le monde fait ça. Ah, bah oui, alors j'ai pu... Moi, j'ai pas... J'ai sur mon ordinateur, je l'ai automatiquement, mais là, je... Bon, peut-être que ça vous intéresse pas, le web SIG. C'est pas... Ah, il faut un adaptateur. Ouais, j'en ai un. Je sais pas. Je sais pas ce que je ne sais pas ce Ah, qu'il mais c'est un contient. adaptateur. C'est un... Non, pour la. Ah oui, il y aura le. Il Il faut une... C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça va être compliqué. Je sens que ça va être Ah, compliqué. oui. T'as du Rhône. Je sais pas. Bon, on va laisser place aux questions plutôt. Ouais, tant pis. C'est pas... Je vais essayer, mais c'est pas bien grave. Bon, alors pas de SIG finalement, désolée. Place aux questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Et je vais passer les micros, donc si vous voulez bien lever la main pour que je vous apporte le micro. Oui, bonjour. Hugo Delille, chargé de recherche en géoarchéologie au laboratoire Archéorient. Vous avez évoqué la possibilité d'une ville fondée sur un promontoire. Et est-ce que vous avez... Non, je n'ai pas dit promontoire. J'ai dit qu'il y avait une légère éminence qui était révélée par le MNT et qu'on se demandait s'il y avait pu y avoir une ancienne presqu'île au moment de la fondation. Même, on ne peut pas savoir si la ville a été fondée sur une presqu'île. Ça, il faut vraiment épaissir le dossier pour pouvoir le dire. Là, pour le moment, c'est des prémices et des hypothèses qu'on a lancées. Et du coup, dans le cadre des perspectives du projet 2024-2027, est-ce que vous envisagez de faire des séries de carottage pour vérifier cette hypothèse? Tout à fait. Alors, est-ce que je peux vous montrer attendez, je vais vous montrer le début. Tac, je reviens sur la diapo. Non, comment je peux faire pour... ça marche pas, le passage de diapo, là. Ça marche plus. Ah si. Alors, donc c'était là. C'était là, voilà, c'est cette diapo-là. Oui, alors donc... là, ici, il y a des zones basses, et là aussi des zones basses. Donc c'est là qu'on aimerait faire les carottages. Et on a commencé en... Pardon ? Mettre le pointeur pour qu'on puisse voir. Ah pardon, il n'y a plus de pointeur. Alors, voilà, donc l'idée... Alors, excusez-moi, je ne suis pas très à droite. Donc, on a commencé à engager des sondages, des carottages, pardon. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah non, c'est bon. Des carottages dans cette zone, selon une ligne qu'on doit poursuivre parce qu'on n'a pas encore terminé. Et puis, on voudrait en faire aussi, évidemment, de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est avec Jean-Michel Carrozza, que vous connaissez sans doute, qui mène ça avec Ahmed Gadoum en Tunisie, que vous connaissez peut-être aussi. Oui, je connais. Voilà. Et là, du coup, il faut des autorisations particulières pour obtenir l'accès sur ces sites de zone basse, zone basse. Non, parce que, à vrai dire, c'est nos collègues tunisiens qui s'en chargent et c'est quand même pas très intrusif. Donc, l'année dernière, on a eu l'autorisation et cette année, la prospection, le volet géomorphologique aura lieu en octobre. Parce que Jean-Michel ne pouvait pas se libérer là, en mai lorsque nous partons. Et là, à ce moment-là, j'espère que ça permettra d'avancer sur ce point parce que là, c'est vraiment intéressant pour nous. Et ça va nous donner, nous l'espérons, des informations aussi sur le littoral, sur le paléo-rivage. Et sur la possibilité de localiser le port, les basses portuaires. Parce que de toute façon, localiser le port, c'est toujours une question vertigineuse parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un port. On ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un port finalement. Comment se définit un port? Est-ce que c'est un môle? Est-ce que c'est
c'est toutes les questions que pose Pascal Arnaud, qui est spécialiste de ces questions portuaires. Là. Quels sont les types de vestiges qui se rapportent à un port? C'est compliqué. Mais pour le moment, on a des structures portuaires, voilà, des structures qui se rattachent à une activité portuaire. Il est évident que ces môles, petits et grands, sont liés à la vocation portuaire de Thapsus, qui a été sans doute un des plus grands ports de Méditerranée occidentale, ça c'est clair. Des môles de cette taille, Puzzol, j'ai regardé celui de Puzzol tout à l'heure, je voulais vous dire sa dimension, mais ça y est, je l'ai oublié, zut. Puzzol, c'est ridicule comparé à Thapsus, Puzzol. Alors Puzzol, c'est différent parce que c'est sur des arches. Et c'est une jetée. Et là, on n'en sait rien, puisque c'est immergé. Donc, il faudrait les regarder de plus près de quoi il s'agit. Donc, on n'a sûrement pas le même système qu'à Puzzol. Donc, une série de structures, la présence d'édifices publics qui sont dédiés à l'activité portuaire, comme les entrepôts, les zones de déchargement, de chargement, voilà, tout ce qu'on aimerait trouver, évidemment, dans ce secteur. On espère trouver un jour, peut-être. D'autres questions? Merci. À un moment donné, tu as évoqué l'idée d'intégrer ou d'accueillir des étudiants sur ce chantier. Ce serait un chantier école, ça commence cette année. L'année dernière, on avait quelques étudiants tunisiens, des étudiants en thèse, qui savaient déjà fouiller, qui étaient déjà aguerris aux méthodes. Et cette année, nous venons avec 4 étudiants français, 4 étudiants de La Rochelle, un étudiant de Bordeaux. Et alors moi, j'aimerais beaucoup, oui, que ça soit un chantier de formation franco-tunisien, qu'on ait... Et c'est à partir de quelle année qu'ils sont... Enfin, les 4, en l'occurrence, qui arrivent de les France. 4 de La Rochelle, ils n'ont jamais touché une truelle de leur vie. Oui, et celui de Bordeaux, il a déjà travaillé. Oui, moi, je vous ai dit qu'on travaillait dans une espèce sous une forme de pression qui ressemble au préventif, mais néanmoins, moi, je ne suis pas archéologue du préventif, je suis enseignante-chercheur et j'ai besoin de transmettre. Donc, s'il n'y a pas d'étudiants avec moi, je trouve que c'est un peu... Il manque une dimension de formation qui m'est chère. Merci. Donc pourquoi pas des étudiants de Lyon un jour, si on peut développer cette dimension de formation sur place. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci. Vous avez mentionné la découverte, enfin la trouvaille de céramique. Est-ce que vous pourriez préciser quel type de céramique vous avez rencontré? Alors, non, je ne peux pas le préciser parce que je n'ai pas eu accès au... Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, je n'en ai pas parlé, la faute de temps, sous ce bâtiment... qualifions-le d'entrepôt pour le moment, on a découvert des couches qui contiennent des grandes quantités de céramique campanienne, qui sont un horizon républicain sans aucune ambiguïté. Ensuite, toute la céramique a été, au fur et à mesure de sa mise au jour, confiée à la céramologue tunisienne qui en termine l'étude. Donc je suis désolée, mais je ne peux pas vous en dire plus sur la céramique, car je n'ai pas participé avec elle à l'inventaire. J'ai vraiment pas eu le temps. On a sectorisé les tâches, ce qui fait que je ne peux pas trop... À part cette céramique caractéristique de l'époque républicaine, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce qui nous a étonnés dans le mobilier, c'est de trouver très peu d'amphores, très peu de matériel amphorique. Et pour des entrepôts, alors on n'a pas forcément des amphores dans des entrepôts, mais... ça a été quand même une surprise dans la composition du mobilier. On s'attendait à une proportion plus importante d'amphores. Encore une question? Et oui, à propos de ce grand môle là qu'on voit, plus de 1 kilomètre, je crois, 1000 kilomètres, oui.
Et du coup, il est prévu aussi des fouilles en archéologie sous-marine, puisqu'on a Oui, évoqué la présence d'Ahmed oui, Gadoum, alors, qui est tout ce qui est spécialiste. sous-marin est du domaine de notre collègue Ahmed Gadoum. Donc, c'est lui qui, en théorie, devrait engager des fouilles sous-marines. Donc, je ne sais pas s'il le fera, mais c'est son domaine. Nous, on n'interviendra pas en sous-marin. Ok. Et puis en plus, du coup, est super intéressant, notamment pour dater un peu le port à partir d'éléments architecturaux présents sur les vestiges de Small. Oui. On peut donner des fondations au cadre chrono. Oui, du port. mais là, encore faut-il qu'il y ait une fouille subaquatique, enfin une fouille en plongée. Je ne sais pas si Ahmed Gadoum a prévu de le faire. Je sais que c'était dans son programme. Et que nous, la zone sous-marine n'est pas, et son domaine n'est pas du nôtre. Plus de questions? Non. Eh bien, merci beaucoup. Merci Laurence Tranois pour cette formidable conférence sur le site de Thapsus. Un grand merci. Site menacé, oui. Et puis j'annonce la prochaine conférence, comme je le fais à chaque fois. Donc la prochaine conférence aura lieu le 29 mai. Il s'agira de Wael Abouazizé du laboratoire Archéorient qui nous présentera une structure rituelle exceptionnelle dans le désert de Jordanie, symbolisme, pratique rituelle et spiritualité autour de la chasse de masse au néolithique. Ça va être bien ça. Dommage que je ne suis pas lyonnaise.